Dans cette vidéo, on va voir comment passer l'agence de Julien à 15 000 euros par mois sans s'épuiser sur la prospection. Je te présente ce nouveau format sur la chaîne YouTube, donc c'est des formats consultation live que je vais faire de plus en plus souvent. Si ça te plaît, dis-le moi en likant la vidéo juste ci-dessous, puis en me le disant en commentaire. Et donc dans cette vidéo, on va recevoir Julien qui est autour des 5 000 euros par mois actuellement et qui veut atteindre les 15 000 euros par mois. Et pendant 1 heure, je vais lui donner tous mes conseils pour y arriver. On va parler de son offre, de son prix, de sa clientèle cible, de comment qualifier les prospects, comment les approcher, comment obtenir des rendez-vous, comment même rédiger les messages de prospection et ce qu'il faut mettre dans les looms qu'il va envoyer à ses prospects. On va tout voir en détail et tu vas assister à tout en toute transparence. Donc si tu aimes ce format, dis-le moi, montre-le moi en likant la vidéo. Et si tu as envie de passer pour une prochaine consultation live, eh bien tu peux me le dire en commentaire ci-dessous. Il n'y a que 3 petites conditions. La première, c'est qu'il soit OK à ce que ce soit partagé sur YouTube, comme tu l'as compris. La deuxième condition, c'est qu'il faut que tu vendes du service marketing ou service B2B, genre création de site web, publicité en ligne, community management, photos, vidéos, automatisation IA, ce genre de choses. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que tu aies déjà eu des clients dans le passé. Si tu remplis ces 3 conditions et que tu as envie de passer pour une prochaine consultation, eh bien dis-le moi ci-dessous et tu pourrais être dans la prochaine vidéo. Bon allez, sur ce, je te propose qu'on rejoigne Julien et qu'on voit comment l'amener à 15 000 euros par mois. Bon écoute, merci beaucoup en tout cas Julien d'avoir accepté de participer à cette première consultation live. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver ici. On se connaît déjà techniquement, hein. C'était à quelle occasion qu'on s'était vu la première fois? Je te laisse le raconter. C'était à Toulouse, tu avais fait une journée où tu rassemblais des gens justement pour créer son première offre, justement voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. À l'époque, moi j'étais sur le SMMA plus Facebook Ads. Du coup, c'était à cette occasion que j'étais venu et challenger justement mon offre sur comment mettre en place du Facebook Ads pour mes clients à l'époque. C'était juste après le Covid, c'était vraiment il y a très longtemps. Du coup, c'était vraiment les débuts quoi. Ouais. C'était plaisir. Et finalement, t'es pas parti sur Facebook Ads, t'es parti sur un autre service. Donc si je comprends bien, t'es parti sur de la vente de sites web, c'est bien ça? C'est bien ça. Et t'as déjà eu pas mal de succès parce que depuis le temps qu'on s'est rencontrés, t'as déjà eu plusieurs dizaines de clients à qui t'as vendu de très très beaux sites web. C'est ça. En fait, au début, je voulais faire du Facebook Ads, apporter des résultats. Je savais maîtriser cette partie-là, mais là où je m'amusais le plus, c'était vraiment sur la partie 1, la création de site web. Du coup, je me suis spécialisé là-dedans. Et comme de base, je suis designer, entre guillemets, je viens vraiment de l'école de communication visuelle. Du coup, je me suis dit, vraiment continuer là-dedans et pas aller sur la performance, la data et rester vraiment sur la partie créative, site internet, quoi. Du coup. Ok, très cool. Et est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en contexte? Donc aujourd'hui, combien tu arrives à générer avec la vente de sites web? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme objectif? Donc ça sera aussi l'objectif de cette conversation. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme Mhm. objectif? Et juste après ça, on pourra parler un peu de tes challenges pour atteindre cet objectif. Yes, sans souci. Du coup, en fait, j'ai commencé il y a 10, non, même 12, 13 ans. J'ai fait vraiment une formation en communication visuelle, tout ce qui est création de logos. J'avais commencé pendant mes études à faire des petits logos à droite à gauche. Puis après, en fait, je suis parti en salariat. Pendant mon CDI, j'avais découvert le SMMA justement. Et là, je me suis dit, je vais tester aussi du Facebook Ads. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la partie site web. Et je me suis dit, je vais me spécialiser là-dedans. Au début, je faisais pour tout le monde. C'est-à-dire que c'était des artisans, par exemple, il y avait, par exemple, quelqu'un qui faisait de l'immobilier ou le secteur vraiment de l'artisanal. Et du coup, c'était vraiment un petit peu partout. C'était vraiment du réseautage. Et ensuite, je me suis spécialisé via Instagram. C'est-à-dire qu'au début, j'ai trouvé mon premier client qui était infopreneur sur Instagram. Et par rapport à ça, lui, il m'a ouvert tout son réseau d'infopreneurs. Et du coup, grâce à ça, là, j'ai découvert plein de gens. J'ai découvert qu'il y avait un autre level. Et à partir de là, grâce à son réseau aussi, j'ai pu démarrer vraiment et mettre vraiment beaucoup de clients dans la création des sites web. Du coup, ça fait à peu près une soixantaine de clients que j'ai accompagnés vraiment depuis 2022, où là, je me suis spécialisé là-dedans pour les infopreneurs et les coachs en ligne. Et ça t'amène à une moyenne récurrente, enfin de combien par mois globalement? Là, aujourd'hui, par exemple, ce mois-ci, là, on est en mai. Le mois dernier, j'étais à 7 000 euros. Le mois d'avant, j'étais à 4 000 et quelques. En gros, j'ai une moyenne de 5 000 euros par mois de CA sûr, entre guillemets. Et en fait, Ok. je fais ça depuis moi 2022 sûr. Au début, j'avais une grosse engouement, ça faisait que j'avais beaucoup, beaucoup de clients parce que beaucoup de gens m'ont recommandé rapidement. Et du coup, là, j'étais monté beaucoup jusqu'à presque 10 000 euros par mois. J'étais stable, sauf que ça m'a épuisé. Et du coup, à un moment donné, il y a eu un down. Et du coup, là, je reprends, mais je stabilise à 5 000 euros par mois en gros. Et qu'est-ce que tu aimerais atteindre concrètement? Les 10 000 euros stables et varier entre 10 000 et 15 000 euros et pouvoir sous-traiter justement cette partie intégration, être plus sur cette partie-là et moins être sur la partie technique et être plus sur la partie créative. Et rester dans Ok. un petit stade de freelance libre, entre guillemets, et pas partir sur une grosse agence. Rester vraiment un petit groupe, quoi. Ok, ouais, tu veux te concentrer sur le design, là où t'es bon, est-ce que t'aimes faire, et déléguer l'intégration. Et C'est ça. t'as évoqué le fait que tu t'es bien épuisé la première fois que t'as atteint les 10 000. Mhm. C'était à cause de quoi? Du rythme de travail qui était soutenu, d'un trop gros volume de clients? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et pour éviter de le reproduire avec la deuxième fois. Yes. Ouais, en gros, le réseau que ça m'a apporté, j'étais tellement content et j'étais tellement à fond dedans que j'étais tellement.
suis passionné d'avoir plusieurs secteurs d'activité où je pouvais toucher. Du coup, je me suis challengé à rendre tous les sites en 2 semaines. Dire semaine 1, toujours le design, semaine 2, l'intégration. Et du coup, j'avais une offre qui était à 2100 € où je vendais beaucoup, beaucoup. Et du coup, mon but, j'ai levé 5 sites par mois. Et c'était chaque semaine, je démarrais un site. Et mon but, c'était de challenger. Du coup, je dormais pas trop. J'ai vraiment un décalage horaire. Moi, je dors à 1 h, 2 h du matin. Et du coup, j'avais un décalage sur tout ce qui se passait dans la prod. Et il fait que ben, ça commence à saturer. Et ça a fait que ben, j'ai dû arrêter. C'était l'année dernière en novembre. Où vraiment, là, j'ai eu une période où je me suis dit, bon, je stoppe. Parce que là, niveau santé, ça allait pas non plus. Et je me suis détruit, entre guillemets, sur le rythme où je travaillais trop. Mais par contre, j'avais beaucoup de, comment dire, pas de chance, mais en mode de, j'arrivais à vendre du premier coup, j'avais aucun retour client. 99% des sites c'était du one shot et vraiment livré. Du coup, je me suis dit, je vais continuer tant que je pouvais continuer. Du coup, j'ai pas trouvé le juste milieu entre ça, ce qui fait que j'ai eu ce down, quoi, à un moment donné. Et c'était quoi ton panier moyen? Parce que quand tu faisais tes 10 000 € par mois, tu avais beaucoup de Mhm. clients, tu vendais en moyenne à combien? En moyenne, c'était 2008, je dirais. En gros, j'ai une offre d'entrée. Aujourd'hui, c'est plus cher, mais en gros, pour te situer l'idée, quand j'ai commencé en 2020, j'étais à 250 € de l'heure. Je vendais au TJM. Du coup, c'était vraiment en mode, je te vends la journée de design, je te vends la journée d'intégration. Puis, quand justement j'ai rencontré ce réseau d'infopreneurs, j'ai compris qu'il fallait packager mon offre. Du coup, à partir de ce moment-là, je vendais au début mes landing pages à 1008. Puis, j'ai compris que je pouvais vendre plus cher. Du coup, je suis monté jusqu'à 2100 € avec une offre packagée. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais vendre ça. Je n'osais pas tester plus haut. Du coup, c'était 2100 €, 2100 €, 2100 € pendant 2 ans presque. Et là, j'ai augmenté à 2008. Aujourd'hui, je suis à 3008. En gros, j'ai vraiment juste des paliers comme ça. Et toujours 3008 sur des landing pages. Ça se vend toujours. Mais là, j'ai réduit justement mon temps où je vends que 2 par mois ou un par mois. Et par rapport Ok. à ça, sur le côté, en fait, vu que j'ai déjà du réseau, souvent ils reviennent vers moi pour d'autres prestations, que ce soit de la création de logos, déclinaisons sur d'autres supports. Du coup, ça continue d'avoir un récurrent TJM sur le côté. Aujourd'hui, je suis à 700 € TGM pour situer un peu aussi. Ok. Non, c'est très bien. Mais tu vois, je voulais qu'on parle de ça parce que l'épuisement, généralement, il vient pas du chiffre d'affaires, il vient du nombre de Mhm, clients que tu traites en parallèle, il vient du temps que ça te demande, de l'énergie que ça te demande. Et en fait, très souvent, on parle de volume de clients, mais c'est dont on devrait parler, c'est plutôt le panier moyen. Parce que pour un mhm, même 10 000 ou 15 000 € par mois, tu peux le faire avec 2 ou 3 clients ou tu peux le faire avec 10 clients. Et c'est ce qui t'est arrivé du coup dans le passé. Là, l'idéal, si je comprends bien, serait d'atteindre à nouveau les 10 000 15 000 € par mois, mais seulement avec 2, 3, 4 clients, ce qui veut dire augmenter le panier moyen jusqu'à potentiellement 5, 6 000 euros. Est-ce que c'est quelque chose avec mhm. lequel tu es à l'aise de monter à 5, 6 000 euros ou est-ce que le prix, c'est encore un sujet un peu touchy pour toi? Non, pas du tout. Je vise ça justement pour augmenter mon tarif, entre guillemets, ben justement de packaging, enfin, ce que je package actuellement. Mais c'est pas un blocage. Aujourd'hui, tout vient du réseau. Et comme le réseau vend déjà mon offre, du coup, comme connaissent à peu près les prix dans le secteur-là, c'est plus compliqué de revenir avec un prix plus cher s'ils le redemandent à la première personne du réseau. Du coup, c'est un peu compliqué d'attaquer avec une nouvelle offre 10 fois plus cher. Par contre, j'ai augmenté. Ça s'est fait lentement. Ça a été accepté. Et vu les témoignages clients que j'ai fait aussi, comment ça s'appelle, les NPL, pour Hmm. savoir NPS, pour savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Et par rapport à ça, on trouve vraiment pas cher par rapport à la qualité livrée, à tout ce que je rends. C'est très bien d'avoir établi ton score NPS et aussi d'avoir fait de la satisfaction. Ça te permet d'avoir un vrai retour. Et puis le NPS, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est lié au score de recommandation. Donc c'est combien de personnes te recommandent versus les gens qui ne te recommandent pas. Et c'est vraiment un très bon point de l'avoir fait. Et aujourd'hui, j'aimerais comprendre comment ça se passe quand tu reçois un prospect entrant qui vient de ton réseau. Parce que, comme tu l'as dit, il a probablement déjà entendu parler de tes prix précédents. Donc comment Mhm. tu l'onboard d'un point de vue commercial? Euh, on va commencer par le côté commercial. Comment tu Mhm. l'accueilles? Yes, en fait, je discute à 99% via WhatsApp. C'est-à-dire que le client, ben, c'est soit c'est la personne qui me met en relation, nous crée un groupe en commun et me dit de démarrer une conversation avec cette personne, soit c'est directement cette personne qui me démarche. Et du coup, à partir de là, moi, ce que j'établis, c'est toujours un call, soit le lundi, le mardi. Je commence toujours en début de semaine pour savoir à peu près ce qu'il a besoin comme offre. Et à partir de ça, moi, le but, c'est d'envoyer le vendredi une offre packagée. Souvent, il a le prix directement en direct parce qu'en fait, moi, j'avais mes prix sur mon site. Là, j'ai retiré parce qu'on a refait un nouveau site. Mais en gros, j'ai un PDF que j'envoie au client avec les différentes offres, soit le site web, soit aussi la Creative Ads, parce que c'est un truc que je vends en supplément aujourd'hui qui est plus abordable, mais qui permet de vendre des créatives justement pour la partie Facebook Ads, soit la partie justement juste maquette. C'est-à-dire que parfois, en fait, ils ont une équipe en interne, et du coup, à partir de là, ben, je vends juste cette partie-là. Et du coup, pour l'onboarding, c'est vraiment un premier call ensemble, on établit ce qu'on a besoin ensemble, je lui envoie la proposition, et normalement, en fait, je fonctionne vraiment avec la signature et le paiement dès le début.
Du coup, en fait, on démarre toujours un lundi et c'est tous les vendredis où j'aurai un step de cycle de révision ou de cycle d'intégration. C'est vraiment Ok, dans ce très sens-là. clair. Très très clair, très bien. Et tu fais un acompte 50% donc à la signature, puis 50% à la livraison, ou tu prends 100% au début? 100% au début. Au début, je faisais justement 50% au début et le reste à la fin. Mais vu que j'ai un cycle court souvent de projet, c'est-à-dire que normalement c'est 2 semaines minimum, tu vois, le maximum même. Et du coup, mon but c'est vraiment 100% au début, vu que le projet se termine rapidement. Du coup, la plupart du temps, c'est OK aussi pour eux. Vu que c'est via recommandation, ils ont déjà la confiance, du coup, il n'y a pas ce doute sur ce côté-là, quoi. OK. J'adore l'idée de recevoir 100% de l'argent avant de travailler. Je trouve que c'est absolument magnifique et j'aurais pas envie de te dire de le ralentir. Mais il y a une chose quand même, c'est que si jamais tu montes le panier moyen, il y a un monde où on te demande de un acompte et un solde à la livraison. Ça devient Mhm, cohérent quand les montants montent, notamment à 5 000, 6 000 euros, ça vaudrait la peine de commencer à proposer ça. Et il y a aussi une mhm, deuxième raison pour laquelle ça peut devenir quelque chose à implémenter, c'est par rapport à ta valeur perçue. C'est-à-dire que même si tu produis vite, tu livres vite, en soi, si tu montes ton panier moyen, on va aussi, j'imagine, monter les attentes des clients et devoir travailler un petit peu plus au niveau de la prod. Tes mhm. délais de livraison vont s'allonger et tu as aussi un certain intérêt à ce que ton délai de livraison ne soit pas trop court. Parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, dans le monde Oui, des services, une corrélation entre le temps qui est investi sur le projet et oui. la qualité qui en ressort. Et donc, dans la Mhm, valeur perçue de ton client, t'es mieux d'aller un peu moins vite éventuellement, même si t'es un gros bosseur qui va bosser la nuit et tout, bah, vaut mieux pas le faire ressentir à ton client parce que ça peut être mal connoté. Donc quelque part, je pense qu'avec ce nouveau panier moyen plus élevé, tu as tout intérêt à faire 50-50, voire même 70-30 si tu veux toujours prendre davantage à la vente. Et mhm. puis ralentir un petit peu le cycle de livraison sans dépasser non plus. Actuellement, c'est quoi ton cycle moyen de livraison? Cycle moyen, c'est 2 à 4 semaines max. Tout dépend si c'est un site. Si c'est une landing page, c'est 2 semaines. Si c'est plus long, c'est vraiment qu'il y a d'autres pages supplémentaires à intégrer. Mais en gros, dans le cycle moyen, c'est 2 semaines. Ok. Non, bah ça reste un bon cycle. Si tu peux le maintenir, écoute, pourquoi pas. Mais bon, à garder en tête que le 50-50 pourrait être éventuellement faisable pour les plus gros paniers moyens. Ok. Et donc aujourd'hui, quand tu reçois un nouveau prospect en demande entrante, et est-ce que tu lui demandes, alors est-ce que tu lui demandes pendant le R1, pendant le premier rendez-vous, s'il il a déjà entendu parler d'un de tes tarifs ou de ta fourchette de budget? Est-ce que tu le découvres à la fin? Et comment tu juges si ce prospect est déjà conscient de ton prix ou non? Souvent, en fait, ils viennent par recommandation. Du coup, pour moi, ils connaissent à peu près ce que je fais et la valeur perçue de ce que j'ai déjà présenté. C'est-à-dire qu'ils voient déjà les réalisations faites pour l'ancien client juste avant. Du coup, pendant le call, ce que je fais, en fait, c'est d'abord comprendre pourquoi il veut faire ça. En fait, j'ai toujours un petit carnet aussi. Je note, toi, tu es vraiment carnet aussi, je m'en souviens. Du coup, moi aussi, pareil, je note tout manuellement. Dire objectif, la cible, pourquoi il fait ça, c'est quoi le trafic aussi, qu'est-ce qui c'est froid ou pas froid. En fait, j'essaie vraiment de comprendre, entre guillemets, pendant 30 minutes ce qu'il fait. Et une fois que c'est compris, moi, je me présente, je lui dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait? 100% de preuve sociale, c'est-à-dire que je vais jouer sur les noms, parce que dans l'infoprenariat, tout le monde se connaît. Du coup, je vais jouer Hmm. sur les gros noms que j'ai travaillé ensemble. Et du coup, à partir de là, je dis mon prix directement à la fin. Et souvent, c'est soit oui, soit non, avant même la fin du call. Et moi, j'ai juste à envoyer la presse avec un récap, entre guillemets, de tout ce qui va se faire. Et souvent, ça signe dans les 3 jours qui suivent, la plupart du temps. Mais via recommandation. J'ai jamais testé justement via prospection à froid. Du coup, je me dis peut-être c'est un autre jeu de l'autre côté, quoi. Ouais, ça va être un peu différent. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est surtout une conviction de ta part qu'ils connaissent déjà ton prix. Dans la pratique, t'en es pas convaincu. Tu sais pas forcément s'ils connaissent ton prix au moment du rendez-vous. Ah non, je sais pas du tout. Moi, je Ok. sais que j'ai bloqué, tu vois, quand on vient de parler de l'acompte demandé, moi je demande 100%. J'ai atteint le prix de 2008 où je me suis dit, si je demande plus, j'aurai cette perte, entre guillemets, d'avoir juste un acompte moins haut, entre guillemets. Et du coup, j'ai jamais testé plus loin aussi sur cette partie-là. J'étais vraiment fixe aussi un petit peu par rapport à ça. Ok, donc ça c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que finalement on n'a pas de retour marché comme quoi ton prix est déjà plafonné et comme quoi ça leur convient, ils veulent pas aller plus haut. Au contraire, c'est plutôt une conviction perso, ça veut dire qu'on pourra tenter l'inverse et ça veut dire que sur des demandes entrantes, tu pourrais déjà commencer à tester les 4005, 4008, 5000 quand le projet le mérite, bien évidemment. Le but c'est pas Mhm. de vivre une inflation sur tes prix pour rien, c'est forcément lié à un travail supérieur, mais pour tes prochains beaux prospects, ça pourrait valoir la peine. Ok, Mhm. très cool. Et au niveau des demandes entrantes, tu dirais qu'aujourd'hui tu arrives à recevoir 100% des demandes ou est-ce qu'aujourd'hui tu as une limitation sur ta production face à ces demandes? En termes de recommandations, j'ai au moins 2 par mois. Je sais que je tourne au niveau de 2 personnes par mois qui sont recommandées. Au niveau des signatures, souvent c'est plus long. C'est-à-dire qu'une personne qui peut venir voir en janvier, il viendra souvent dans les 2 mois qui suivent à me dire OK pour le site web, OK on travaille ensemble. Après même la première réunion. En fait, ça peut arriver que une fois on fait juste une discussion et me dit c'est pas un projet actuel, mais j'ai bien aimé discuter avec toi.
du coup, je reviendrai plus tard vers toi. Souvent, c'est ça, quand c'est vraiment juste des discussions simples, ou parfois c'est des demandes de réseau où c'est un besoin urgent. Souvent, c'est très urgent les besoins. Et du coup, mon but, c'est de enfin, c'est là où je me suis tué aussi à un moment donné, c'est que j'ai accepté les demandes urgentes. Et du coup, je Hmm. traitais à la semaine pour la semaine. Et du coup, j'avais pas de planning et j'avais pas d'étalement aussi sur le long. Et en gros, ben, là, pour revenir au réseau et l'acquisition, j'ai 2 par mois. Je sais que j'ai toujours des demandes. Je sais pas ce qui vient au mois, le mois, ni à la semaine prochaine, par exemple. Mais je sais qu'il y a toujours un flux continu de projets qui vient depuis 4 ans maintenant. Sûr et certain. Ok. C'est beau, hein, ça veut dire que tu fais du très bon travail. Parce que c'est très très rare Ok. d'avoir un tel niveau de recommandation comme ça, régulière. C'est vraiment bravo pour ton delivery. Merci. Est-ce que ça te stresse de ne pas savoir, de ne pas avoir la maîtrise du nombre de prospects qui vont rentrer? Pas du tout. C'est ça aussi, je pense, ma force d'entrepreneuriat, c'est que je ne stresse pas du tout au niveau de l'argent. Ou pour moi, l'argent, c'est un flux. C'est vraiment que si je donne de la valeur, je reçois aussi en retour. Du coup, pour moi, il y a un truc de système où plus je vais mieux travailler, mieux il y aura de l'argent qui rentre et plus d'argent qui rentre. Et pour moi, c'est vraiment juste, je sais que je suis arrivé à un niveau où je peux pas aller plus loin parce que c'est que le réseau et j'ai compris que je suis stable à ce niveau-là. Et que si je veux aller plus loin, justement, il y a ce système où je dois aller rajouter la prospection pour amener un flux supplémentaire. Mais pour moi, là, je sais que c'est très stable et j'ai pas ce stress du tout au niveau de la prospection, au niveau de ce qui arrive la semaine prochaine, par exemple. Très cool, c'est très important. Bah écoute, parfait, on va pouvoir parler prospection. Mais juste avant, je voulais finir sur un petit point. Tu m'as dit que certaines de tes demandes entrantes te transmettent de l'urgence. Elles te disent que ça doit être produit très rapidement. Et je t'inviterais à appliquer un petit premium pour ces clients-là. Quand l'urgence se valorise en fait. Et c'est un truc qui souvent n'est pas valorisé, mais l'urgence se valorise. Tu pourrais facilement facturer 1 000 € de plus pour une demande urgente, tout simplement parce que tu vas régler un problème. Un problème supplémentaire. L'urgence est un problème, le problème se monnaie. Donc n'hésite pas, et surtout si ça doit bousculer ton calendrier de production, bousculer tes process habituels, tu vas te mettre toi dans une situation inconfortable. C'est quelque chose que tu peux facturer, tu peux C'est vrai. valoriser cette urgence. En tout cas, n'hésite pas à le J'ai faire. jamais facturé. Mais oui, c'est vrai que ça peut être important de faire ça aussi. Ok, donc du coup, on a toutes ces demandes entrantes où déjà on voit qu'on pourrait peut-être augmenter le panier moyen. Je pense que ça pourrait être bien perçu. Tu as la confiance qui va en face nécessaire pour augmenter ton prix. Tu as les preuves de confiance nécessaires pour augmenter ton prix. Donc le panier moyen peut augmenter. Peut-être qu'on va devoir faire du 50-50 ou du 100% d'acompte pour ça. Mais déjà, Mhm. ça, c'est une belle première source. Maintenant, il y a la deuxième grosse question qui est comment aller au-delà de ces deux demandes entrantes par mois. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà prospecté à froid? Est-ce que tu as déjà fait du marketing, de la publicité? Est-ce que tu as une stratégie contenu en ligne? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour attirer des gens qui ne te connaissent pas encore? J'ai déjà fait tout ce que tu as dit, mais une fois. C'est-à-dire que j'ai testé la Facebook Ads une fois, et après j'avais testé pour les clients, du coup j'avais compris le système, mais j'ai jamais vraiment mis la main dedans pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai déjà testé de la pub juste pour attirer des leads, entre guillemets, mais juste de la notoriété. En prospection, j'ai déjà fait des appels à froid, mais c'était du Facebook Ads à l'époque aussi, pareil, c'était juste pour des appels, mais par contre, j'ai jamais testé pour moi-même sur du site internet. Vraiment, tout ce qui est site internet venait du réseau, et pour moi, c'était pas une urgence, le site internet. Du coup, je me suis dit, ça viendra que par réseau et j'ai jamais testé autre chose que les réseaux par rapport à ça. Après, j'ai testé aussi la notoriété. Je poste un peu sur LinkedIn, mais je poste comme un graphiste, c'est-à-dire qu'il poste juste pour poster ses réalisations et jamais poster avec une stratégie derrière. Même si j'étais déjà parti sur la partie enfin, CRO, Le CRO, c'est oui, l'optimisation zéro. du taux de conversion, ouais. Ouais, c'est C'est ça. ça. J'ai cherché le mot en anglais là, mais j'ai plus. Mais oui, le taux de conversion des sites internet et des landing pages. Du coup, je me suis testé à spécialiser vers ça pour amener du récurrent. Mais c'était pas justement, j'aime pas vraiment les stats. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter et rester sur la partie vraiment graphique et pas tester cette offre. Du coup, j'ai déjà tout testé un peu en prospection, mais jamais parti plus loin non plus, 100% réseau. Et quand je dis réseau, c'est que j'étais dans un mastermind où justement on avait une rencontre tous les 3 mois en physique. Du coup, c'est là où je discutais avec d'autres entrepreneurs, d'autres infopreneurs. Et c'est là où je prospectais pas. Moi, je discutais surtout avec les gens et faire des tours de magie. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et du coup, les gens restaient en mémoire. Ils me disaient, ah, le gars là, j'avais déjà pensé à lui parce on avait bien discuté. Et les gens reviennent vers moi surtout. C'était comme ça que je travaillais mon réseau, entre guillemets. Écoute, c'est super. En fait, il y a deux choses qu'on peut travailler ici. La première, c'est que bon, pour la prospection à froid en tant que telle, et on va dire l'acquisition directe. Alors, c'est sûr que avoir une bonne présence en ligne en backup, c'est important à mes yeux, mais tu le fais déjà bien dans le sens où la fonction première d'une stratégie contenu, c'est la conversion. La conversion vient principalement de la preuve et de la démonstration.
Et toi, c'est ce que tu diffuses déjà. Donc j'ai envie de te dire que même si aujourd'hui tu n'as pas de stratégie ultra définie pour ta présence en ligne, ça peut être amélioré, j'en suis convaincu, mais ça n'empêche pas qu'elle fait déjà probablement le taf de conversion aujourd'hui. Et ça se démontre à travers les recommandations et le taux de conversion que tu as jusqu'à aujourd'hui. Là où on pourrait vraiment, je pense, aller chercher un gros boost sur l'acquisition, c'est sur la prospection infra, l'acquisition directe, on va dire, parce que prospection infra, on va en reparler. On va voir que ici, je pense qu'on peut faire un truc un peu hybride pour toi. Donc, c'est-à-dire faire un bon petit mélange de réseautage un petit peu plus et prospection sur les infopreneurs qui font déjà partie de ta niche. Et il y a un deuxième angle que j'aimerais qu'on voit, c'est est-ce qu'il y a d'autres niches, d'autres marchés très semblables aux infopreneurs qui ont les mêmes défis, les mêmes challenges, les mêmes besoins et que tu pourrais adresser? Parce que le côté infopreneurial, c'est vrai que ça a un très beau potentiel. Moi, très souvent, quand je parle de qualification de prospect, je parle des besoins, de savoir juger le besoin d'un prospect. Le besoin faible, bah, c'est les boulangeries, etc., les trucs de proximité qui n'ont pas besoin de site web. Après, tu as le besoin modéré avec les PME classiques. Et puis, tu as les besoins élevés et vitaux. Avec les infopreneurs, ce qui est génial, c'est que tu es vraiment dans le besoin vital ou ultra élevé au minimum. Parce que si tu leur enlèves leur présence web, il n'y a plus de vente, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Ça veut dire que tu es sur une clientèle qui est ultra sensible à ce que tu vends et qui est prête à investir. D'où le fait que je pense que tu peux aussi augmenter ton panier moyen. Donc ça, c'est au top. Maintenant, la question, c'est est-ce que le marché, aujourd'hui, tu l'adresses déjà dans un volume suffisant? Et si c'est pas le cas, eh ben, on va pouvoir se concentrer là-dessus. Si jamais à un moment tu sens que tu commences à atteindre tes limites sur ce marché-là, on peut passer à la deuxième option que je viens de t'évoquer, c'est trouver un autre marché qui y ressemble et sur lequel tu peux te développer davantage. On va rester d'abord sur celui-ci, sur les infopreneurs. Aujourd'hui, de ce que tu sais de tes clients, où est-ce qu'ils sont les plus actifs et on va dire les plus réceptifs? Est-ce que ça serait LinkedIn, Instagram, email? Regarde tes clients actuels. Mhm. Bon, là, c'est sûr que je pourrais aussi te partager mon point de vue étant un peu faisant partie de ce groupe-là. Mais Mhm. déjà que si tu analyses tes premiers clients pour essayer de les répliquer, parce que pour moi, c'est la base d'un bon process. Un process, c'est répliquer le succès. Donc, on va commencer par voir Mhm. le succès qu'on a déjà pour essayer de le répliquer. Aujourd'hui, où est-ce que tu les vois les plus actifs et réceptifs? Actuellement, pour moi, c'est Instagram. Je sais qu'à chaque fois que je publie en story, il y a des gens qui likaient, qui étaient du même réseau et qui pouvaient me dire: Ah, bah, du coup, on se fait un call aussi la semaine. J'aime bien ce que tu as fait. Je sais que j'ai trois quatre clients qui sont venus parce que j'ai posté en story certaines choses, certains posts sur d'autres clients. Et du coup, souvent, ils viennent d'Instagram. LinkedIn, je sais que il y a des gens qui likent, il y a beaucoup de vues, mais j'ai pas d'interaction, j'ai jamais eu vraiment d'échange de ce côté-là. Du coup, pour moi, je priorise entre guillemets Instagram et mes posts que je fais sur Instagram, je les duplique sur LinkedIn actuellement. C'est les deux seules strates que j'ai en tête. Mais pour moi, c'est Instagram, là où il y a tout le réseau infopreneur. Je suis 5000 personnes. Sur les 5000, je pense qu'il y a au moins 4000 qui sont que des infopreneurs. Parce que dans ma tête, dès le début, je me suis dit, je vais suivre tout le monde dans ce réseau et essayer de le démarcher le plus possible. Mais j'ai jamais démarché. Je me suis dit, je rajoute juste tout le monde le plus possible, quoi. Bah écoute, c'est magnifique, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que tu as les deux canaux qui ont du potentiel, Instagram et LinkedIn, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et puis si tu es déjà sur Instagram, on va amplifier Instagram. Moi j'aime bien, pour le scaling, j'aime bien amplifier ce qui marche déjà. Tu sais, il y a mon mentor Alexandre Mozi qui dit toujours more, better, new. Donc avant de faire quelque chose de nouveau, tu essayes déjà de faire mieux et tu essayes de faire plus. Et donc c'est exactement ce que je pense qu'il faut que tu fasses, te concentrer sur Instagram d'abord. Ok, donc très cool. Et donc tu dis que tu as déjà suivi 5000 infopreneurs, donc tu as Oui. déjà accès, entre guillemets, tu suis déjà, tu as déjà une base de prospects qualifiés que tu suis actuellement. C'est ça. Je sais que par exemple, pendant les réseautages, il y a toujours un gars qui me dit: Je suis ce gars, mais je sais pas comment, toi tu le suis déjà. Est-ce que tu le connais? Mais je connais pas ce gars, mais je suis tout le réseau. Du coup, à chaque fois, on me dit: C'est chiant, entre guillemets, que je connais tout le monde, mais je connais pas, c'est juste que je suis tout le réseau. Parce que mon but, c'est vraiment d'être connecté au plus possible, quoi. Du coup, dans ça, je sais qu'il y a beaucoup de prospects qualifiés. Je regarde aussi les profils à chaque fois, mais du coup, j'ai vraiment pas d'interaction réelle non plus de ce côté-là, quoi. Ok, très cool. Bah, en tout cas, la première partie de la stratégie elle est très très bonne. En fait, il y a le outreach, on va pouvoir le travailler juste après. Donc, attaquer ces gens-là, les approcher, ça va être encore autre chose. Euh, Avant d'aller jusque-là, aujourd'hui, dans tous ceux que tu suis, est-ce que tu reconnais un pattern d'infopreneurs avec lesquels tu es particulièrement bon? Ceux que tu arrives particulièrement bien à servir? Est-ce qu'il y a dans la catégorie infopreneur, c'est quasiment une industrie aujourd'hui, dans Mhm. l'industrie infopreneur, est-ce qu'il y a des niches, des catégories ou des profils où tu vois qu'il y a plus de répondants et de curiosité pour ton service? La plupart du temps, c'est des clients qui ont déjà une offre déjà calée, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils vendent, ils ont déjà leur formation, ils ont déjà aussi des avis clients, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont créé. Mais la plupart du temps, c'est que les personnes, par exemple, j'ai travaillé avec un gros client, entre guillemets, où leur site internet ne reflète plus la valeur perçue, entre guillemets, de leur offre. Donc, ils partagent beaucoup de preuves sociales, mais qu'ils voient qu'il y a un concurrent en face, qui font plus de chiffre d'affaires avec une moins bonne formation. Et du coup, eux, ils ont ce truc où ils disent: Ok, moi aussi, je vais avoir ce niveau ou plus gros, enfin, avoir une meilleure image
que mon concurrent. Et du coup, c'est à ce moment-là que moi j'interviens, entre guillemets. C'est souvent dans une phase où ils ont déjà leur offre, ils ont déjà un résultat, ils font des ventes entre 50 000 et même 300 000 pour certains gros clients. Et du coup, c'est à partir de là qu'ils viennent me voir sur OK, maintenant on a besoin de toi pour améliorer notre image et notre expertise sur le marché et nous différencier vraiment par rapport aux autres et pas avoir une landing page fait avec Claude GPT, enfin tout ce qui va avec quoi. Et toi qui as l'habitude de voir les infopreneurs toute la journée, est-ce que tu arrives globalement à estimer la taille, le chiffre d'affaires d'un infopreneur de l'extérieur, ou est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué encore? C'est un peu compliqué, mais comme je suis dans le réseau, entre guillemets, c'est qu'on sait les chiffres, entre guillemets, entre eux. Tout le monde se parle entre tout le monde. Du coup, on voit à peu près les chiffres de chacun et on peut estimer à la louche, entre guillemets, quel chiffre d'affaires ils font. Et après aussi, il y a société.com. Souvent, j'essaie de retrouver la société qui est derrière. Si ça fait longtemps ou pas longtemps qu'ils sont sur le marché. Si ça fait moins de 2 ans, je sais que je vais pas aller chercher parce que souvent, c'est des tests. Ils sont en train de tester leur truc. Souvent, c'est des gens qui sont déjà établis, qui ont déjà fait beaucoup de chiffre d'affaires et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de améliorer leur image. Du coup, c'est ces personnes-là, quoi. Ok. C'est ça. Et tu dirais que généralement tes clients viennent te voir à partir de quel palier de chiffre d'affaires? Si on devait établir, tu sais, tu connais peut-être le filtre en or, qui est Mhm. le filtre que j'utilise pour qualifier les prospects. Il y a là-dedans le potentiel économique, donc le chiffre d'affaires minimal avant d'aller voir une boîte. Tu dirais que toi, le potentiel économique minimal, ça doit être quoi? Euh, pour moi, c'est 50 000 parce que je me dis que ils vont faire eux-mêmes avec System.io leur page ou autre. Et à partir de 50 000, ils ont assez de chiffre d'affaires, entre guillemets, pour pouvoir améliorer leur image et puis être en mode on teste des trucs, là on veut vraiment scaler. Du coup, on commence par ça pour aller plus loin, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux trouver comme variable qui te permettent de reconnaître, au-delà du réseau de ceux qui te disent combien génèrent les gens, Mhm. comment est-ce que tu peux reconnaître un infopreneur qui fait à peu près 50 000? Qu'est-ce que tu peux regarder comme variable pour essayer de la reconnaître? Je sais qu'il y a Facebook Ads, s'ils dépensent beaucoup, s'ils font beaucoup de publicité, s'ils font beaucoup, par exemple, enfin, de pub pour une VSL, ou s'ils font des challenges aussi, s'ils dépensent beaucoup sur une semaine, si je vois beaucoup de la publicité qui reviennent souvent, c'est qu'ils dépensent beaucoup pour être visibles. Du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, ils dépensent un chiffre d'affaires, et du coup, c'est des clients potentiels qui peuvent investir, s'ils investissent en pub, ils peuvent investir dans un site web. Je sais que j'ai une approche où j'ai jamais démarché aussi, c'est la partie CRO justement, où je peux aller dire, bah, tu fais de la pub, ton site suit pas d'ailleurs aussi. Ça, je sais que j'avais ça en tête, mais j'ai jamais testé ce côté-là aussi, quoi. Pour moi, ce serait la pub, de voir qu'ils sont vraiment visibles et qu'ils testent des choses autres que d'être visibles sur Instagram, quoi. Écoute, je pense que tu as une très bonne idée parce qu'effectivement, juste après, on va parler de ta proposition de valeur et de comment est-ce qu'on peut les approcher, faire un bon premier message de prospection et quelles promesses tu vas apporter. Et justement, il faut que tu amènes quelque chose qui parle de retour sur investissement. Donc, vendant du site web, le CRO va être, à mon avis, le cheval de bataille de ton message. Donc, on est parfaitement aligné là-dessus. Mais du coup, ok, c'est une très bonne idée. Donc, plutôt meta ads. Donc, toi, pour reconnaître les bons, tu vas plutôt aller voir ceux qui euh, dépensent On déjà des sans pubs, méta. c'est ça. Et si je peux me permettre d'ajouter un truc, je pense qu'on peut aussi ajouter ceux qui font un bon volume organique aussi. Ceux qui Aussi, parce que... ont un volume qui suppose du moins une équipe organique. Parce que je vois de plus en plus d'infopreneurs qui ne passent pas par méta. Moi, Mhm. c'est mon cas, par exemple, je dépense quasiment pas. Pourtant, on fait un bon chiffre d'affaires, mais parce que j'ai aussi tout un volet organique sur lequel j'ai investi davantage que sur la publicité. Donc, je pense que ça pourrait être un bon angle aussi. Ok, donc Mhm. ceux qui dépensent en méta, ceux qui ont un gros following, évidemment, ceux qui existent depuis plus de 2 ans, ceux qui ont l'air d'avoir une équipe au niveau organique et qui tournent bien. Ok, est-ce que tu vois d'autres Mhm. critères qui nous permettraient de reconnaître un prospect qui a le potentiel économique? Qui participent à beaucoup d'événements. Je sais que s'ils vont à des réseautages aussi, c'est qu'ils sont dans cette communauté et qui font, entre guillemets, de l'argent parce qu'ils souhaitent évoluer aussi niveau business. Et pour moi, s'ils vont dans des masterminds, c'est qu'ils ont de l'argent pour investir aussi, pour scaler. Du coup, c'est un moyen aussi de voir. Ben, la plupart des clients qui sont dans les masterminds que j'ai rencontrés, que j'ai travaillé avec, c'est des gens qui ont investi déjà sur eux et du coup qui peuvent investir aussi sur cette partie création de site web ou amélioration de leur image. C'est vraiment qui font pas un petit business et qui souhaitent faire vraiment un vrai business d'infoprenariat. Et du coup, s'ils sont là pour moi, c'est qu'ils ont de l'argent pour se développer aussi sur la partie branding. Très cool, parfait. Écoute, je pense que là, on a une bonne vision du coup de ton ISP, ton client idéal. Mhm. Maintenant, si on parle de la prospection, de l'approche en tant que telle, aujourd'hui, tu dirais que tu serais prêt à donner combien d'heures aux approches par semaine sans aller vers un niveau d'épuisement, hein, en restant Mhm. relativement chill et en gardant en tête qu'on monte un peu ton panier moyen, disons à 5 000 euros, ce qui veut dire qu'on viserait peut-être 3 clients par mois. Mhm. Vu ton cycle de Bien sûr. production de 4 semaines, on peut s'imaginer viser 3 nouvelles ventes tous les mois, donc c'est carrément absorbable. Donc, combien de temps tu es prêt à investir dans la prospection par semaine? Une journée entière. Je sais que actuellement j'ai mon lundi où je fais rien, entre guillemets. Normalement, je dois travailler sur ma boîte, mais je sais que je bidouille au lieu de travailler. C'est-à-dire que je vais faire du perfectionnisme sur mes posts, faire du perfectionnisme sur mon site, mais je prospecte pas. Je sais que normalement c'est dédié cette journée à ça, mais pour moi, c'est une journée où je vais regarder des vidéos par rapport à ce site, je vais m'améliorer en termes de compétences.
et je développe pas ma boîte. Je sais que ce jour-là peut être dédié à cette prospection, justement. Ok, donc on va se dire environ 8, 7 heures, 6, ouais. 7 heures, on va dire 7 heures. Ok, parfait. Euh, si on part Alors, moi j'ai une conviction, la masse ne paye pas, c'est la qualité, Mhm. le fait de personnaliser les approches, le fait d'être impliqué dans l'approche qui fait que tu vas avoir des ventes. Surtout que tu as déjà une très belle réputation, tu as de la recommandation, tu as une belle image sur le Mhm. marché. On n'a pas envie de la ternir avec du copier-coller, de Mhm. l'IA qui C'est prospecte pour à ça sa que je place, tu vois. start. Et C'est exactement t'as ça. raison. Honnêtement. Et puis honnêtement, j'ai encore jamais rencontré une agence qui fait plus de 5-10 cas par mois avec de la prospection automatisée ou de la masse. Vraiment pas. Et surtout pas dans ta situation où tu as déjà une très belle perception du marché. Donc ce qu'on veut, c'est y aller plutôt en mode sniper, aller voir seulement les prospects qui correspondent à tous les critères qu'on a dit précédemment et que tu peux Mhm. vraiment aider. Ce que je te propose du coup, c'est d'envisager entre 20 et 30 minutes par prospection. Ça veut dire que si tu accordes entre 6 et 8 heures par semaine en tout à la prospection. Allez, si on y va un peu à la louche et qu'on y va à coup de une demi-heure, ça va te faire environ une quinzaine d'approches par semaine, si Ok. on y va à la louche. Ça paraît absorbable? Moi, large. Pour moi, ça oui. Très cool. Honnêtement, je pense que ça peut. Alors, soit tu peux le faire sur une journée complète. Si jamais tu trouves que c'est indigeste, tu peux même essayer de te placer 1 heure par jour, ou 1 heure et demie par jour, on va dire. Mhm. À la fin de la semaine, tant que tu as fait tes 15 approches, généralement, tu peux pas avoir de mauvaises surprises. Tu auras ce qu'il faut pour avoir des résultats. Euh, Ces 15 approches, du coup, supposent de trouver 15 prospects par semaine. Honnêtement, ça paraît peu par rapport à Mhm. tes 5000 contacts actuels. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu as déjà, t'as pas besoin de faire de la recherche active selon moi aujourd'hui. Tu as juste Mhm. besoin de prendre ton réseau actuel et de venir l'écrémer, tout simplement, pour ne garder que les meilleurs. Donc, est-ce que ça te paraît faisable aujourd'hui, dans tes 5000 contacts actuels, de trouver 15 prospects cohérents par semaine? Oui, largement. Je sais que j'ai jamais Largement? fait ce travail de chercher vraiment et d'approfondir justement sur qu'est-ce qu'il fait comme CA et tout, vraiment chercher en détail la personne. Mais je sais que dans ça, où il y a beaucoup de personnes qui sont facilement approchables, et une liste de 15, ouais, largement. Ce que je propose, c'est qu'on aille plutôt sur le plan d'action du coup. Donc Yes. là, si demain tu devais commencer la prospection, ce que je te propose, et n'hésite pas à me couper, poser des questions pour qu'on vienne l'approfondir ce plan d'action. Yes. Là, dans un monde idéal, je te dirais qu'est-ce qu'il te faut. Donc une quinzaine de prospections par semaine. Et ce qu'on veut, c'est apporter un maximum de valeur et démontrer de la preuve. Aujourd'hui, utiliser Instagram pour contacter ces gens-là, c'est loin d'être déconnant. Et ce que je pense, c'est que pour la plupart de tes prospects, surtout au début, tu pourras même faire ton follow-up ou double valider tes approches grâce à ton réseau. Je m'explique. Sur tes 5000 prospects, l'idée va être de commencer par faire un premier tri et garder par exemple les 150 qui ont les plus prometteurs à tes yeux, ceux qui correspondent le mieux à tous tes critères. Sur les 5000, c'est sûr que la majorité ne correspond pas aux critères. Donc tu gardes les 100, 150 qui correspondent le plus à tes critères. Si jamais ça te paraît étouffant comme travail, tu commences par 50. Une fois que tu as tes 50, et bon, là on a la base pour faire le premier mois, les premiers 2 mois de prospection. L'idée, sur ces 50 prospects ou 150 prospects que tu vas garder, c'est venir les hiérarchiser, donc les prioriser. Ce que je te propose, c'est de le faire donc en haut de ta liste de priorités, tu mets tous ceux avec qui tu as un accès qui est relativement facile. Donc par exemple ceux qui te suivent toi, qui ont déjà entendu parler de toi, ceux qui connaissent des gens que tu connais, ceux qui ont fait partie de mastermind où toi tu as fait partie ou auxquels tu as des accès. En bref, tu vas commencer en haut de ta liste par tous ceux qui ont, on va dire, un niveau de confiance supérieur aux autres ou un niveau d'accès plus facile que les autres. Et tout en bas de ta liste, c'est ceux qui sont qualifiés, quoi qu'il arrive, mais qui sont les plus froids, donc qui n'ont jamais entendu parler de toi, ou que toi, tu as très peu d'informations en dehors des qualifications de base. Tu vois, tu commences comme ça. Et ce que je te propose, c'est de vraiment faire tes prospections et tes approches dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que plus tu vas approcher des gens, plus tu vas forcer ton réseau à se développer. C'est organique le réseau, hein. Aujourd'hui, tu as des gens que tu ne connais pas qui, après prospection, feront partie de ton réseau de niveau 1 et ceux-là pourront être des tremplins vers les prochains. Donc, l'espoir que j'ai ici, c'est que quand tu vas faire tes 15 approches par semaine en partant du haut de la liste où ils sont super chauds, qualifiés, etc., eh ben, tu vas aussi petit à petit réchauffer le reste de ta liste, renforcer ton réseau, et même le dernier de ta liste qui était à la base très froid, bah, peut devenir tiède grâce à tout ça. Ok. Je Ça vois fait du bien sens? l'approche. Ouais, 100%. Très cool. Et du coup, vu qu'on a assez peu de volume et qu'on va se donner environ 20 à 30 minutes pour chacun, l'idée, ça va Mhm. être de les approcher avec un maximum de valeur. Donc, il faut que tu leur apportes du contenu, mais surtout du contenu qui est extrêmement spécifique. Tu vois, le problème qu'on voit en ce moment,
c'est que pour moi, il y a deux ou trois gros problèmes dans les prospections que les gens font. C'est déjà le premier problème, les gens font j'ai toujours l'expression québécoise, ils assument quelque chose. Ils partent du principe que tu fais X chiffres. Je vais te donner un exemple pour être très concret parce que mon Mhm. expression québécoise sera pas suffisante. Les gens viennent me voir en me disant, ça fait combien de temps que tu publies sur YouTube sans en voir les résultats, tu vois? Et ils Ouais. me disent ça alors que je vis de YouTube. Mais pourquoi ils me disent ça? Parce qu'ils l'ont copié-collé à d'autres qui font du YouTube et n'ont pas de résultats. Et ils partent du principe que j'ai des résultats ou pas. Voilà. Avoir comme ça des a priori, on va l'éviter à tout prix dans les prospections. L'idée va être de faire tes prospections, de les construire uniquement à partir d'informations que tu peux vérifier et des faits que tu peux vérifier. Donc, et surtout, tu veux venir dans ton approche apporter du contenu qui est relatif à quelque chose que tu vois déjà chez ton prospect. C'est pour ça que ça va prendre une demi-heure par prospection. C'est pas tellement la rédaction du message, c'est plus la recherche que tu vas faire en amont. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu vas aller voir alors, est-ce que tu as une idée d'infopreneur, on va pas le citer, mais est-ce que tu as une idée d'infopreneur que tu aimerais approcher de son activité ou de la solution qu'il vend, sans citer son nom? Ouais. Il y a un qui vend des formations, par exemple, il est coach sportif. Je sais que j'ai déjà vu ses sites, je sais qu'il a déjà un gros réseau, entre guillemets, de l'organique, justement, mais j'ai jamais osé démarcher. Je sais que c'est du réseau tiède, c'est-à-dire qu'il connaît des gens, parce qu'à chaque fois que je vais sur son profil, je vois tant de relations en commun, et c'est des gens du réseau infopreneur. Du coup, je sais que je pourrais le démarcher, dans le sens où je connais son réseau, mais je ne sais pas ce qu'il fait autour. C'est-à-dire que je sais qu'il fait coach sportif, je sais qu'il vend des formations là-dedans, des accompagnements, mais j'ai jamais su plus loin, justement, sur cette personne-là. Ok, très cool. Bon, parfait, c'est parfait. Donc là, lui, il est probablement en haut au milieu de ta liste, tu vois, il est tiède, donc Mhm. c'est cool, il va être facile à approcher. Donc ce qui fait qu'il faut que ton approche soit la plus percutante possible. Donc lui, il vend des formations sur le coaching sportif. Est-ce qu'il a une cible particulière? Je sais qu'il cible les dirigeants qui ont des salles de sport, souvent dans ses approches, parce qu'il fait du Facebook Ads justement. Et je sais que souvent, tu as une salle de sport ou un truc, tu as besoin de justement avoir plus de clients, ou tu souhaites justement avoir des coachs dans ton club de sport. Et du coup, je sais qu'il vend à ces personnes-là. C'est plus des personnes qui font du coaching, entre guillemets, de personnes indépendantes, quoi. Des Ok, il particuliers. vend pas du conseil de coaching sportif, il s'adresse au coach Oui, sportif de directement. coach au Ok, donc il coach, c'est ça. crée. Ok, très cool. Donc il vend plutôt du scaling aux salles ou est-ce qu'il propose carrément devient coach de A à Z? C'est plus pas deviens coach, ça veut dire que tu fais déjà ton activité de coaching et tu souhaites scaler justement pour avoir vraiment plus de clients sur ta partie coaching de sport, quoi. Souvent, c'est ça, ou des dirigeants de salles de sport qui souhaitent justement pas être une salle basique et avoir des coachs dans sa salle justement pour diversifier les clients, quoi. Parfait. Bah écoute, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc là, cette réflexion-là, c'est celle que je vais mener à chacun des prospects pour venir comprendre qui sont les consommateurs de l'infopreneur que je veux approcher et qu'est-ce qui compte pour ces consommateurs. Tu vois, s'il avait vendu des formations en coaching privé sportif, tu vois, vraiment à titre particulier à particulier, Mhm. on aurait plutôt misé sur de l'émotionnel personnel, sur des objectifs personnels, etc. Là, il s'adresse à des salles de sport en mode scaling. Donc forcément, on est sur d'autres, on va les convaincre d'autres façons différentes. Alors justement, la question c'est, selon toi, cet infopreneur qui vend du scaling aux salles de sport, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire pour convaincre les salles de sport de venir vers lui pour leur scaling? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il doit surtout avoir une image premium, c'est-à-dire que je sais que tout joue sur son personal brand, c'est-à-dire qu'il a une grosse chaîne YouTube, il a un gros Instagram. Je sais qu'il va pousser les gens à dire viens voir cette conférence. Lui, souvent, c'est des VSL justement, où il va dire viens voir ma VSL et voici comment je peux t'apporter tant de clients par mois. Il va jouer beaucoup sur le chiffre d'affaires pour sécuriser les salles de sport, par exemple. Je sais que c'est ça son approche Ok. pour ses clients, lui. Ce que tu pourrais faire, c'est aller regarder sa page d'inscription à la VSL ou à la conférence ou une de ses pages de vente ou d'inscription et tu regardes un petit peu, généralement sur toutes les pages de tout le monde, on va retrouver bah, les douleurs auxquelles sont confrontées les problématiques, les objectifs qu'ils aimeraient atteindre, etc. Tu viens récupérer tout ça et ça va te permettre de comprendre en moins de 2 3 minutes bah, quels sont, parce qu'eux ils ont déjà fait ce travail de recherche au niveau Mhm. copywriting. Donc tu vas pouvoir te servir de ça pour venir comprendre le consommateur de ton infopreneur. Et ce que tu veux, en fait, c'est comprendre ça parce que derrière, quand tu vas les approcher, alors moi, ce que je vais te conseiller, c'est de faire, par exemple, un loom. C'est pour ça Ok. qu'une demi-heure est suffisante pour ça, mais et il est important, tu vois, qu'on te voit, qu'on t'entende, que tu crées de la relation. Ta force, c'est la confiance. C'est ton réseau, c'est tout ce que tu as bâti. Il faut que tu viennes le matérialiser, en fait. Et donc, le loom, je pense que c'est la meilleure des façons de faire. Un message Ok. suivi d'un loom, c'est ce qu'il y a de mieux, à mon avis, pour les approches en ce qui te concerne. On verra après le contenu. Mais justement, dans Mhm. ce loom,
il faut pas que tu sois en mode copier-coller, et il faut pas que ce que tu dises dans un loom puisse se reproduire sur le prochain. Et ce qui serait génial, c'est que comme on sait que ce qui vend, c'est le retour sur investissement, et ben chacun de tes looms soit orienté, alors CRO, alors pas dans le sens récurrent, j'ai cru comprendre que toi tout à l'heure quand tu parlais de CRO, tu parlais du service récurrent qui est d'améliorer, d'optimiser petit à petit les taux de conversion du site web. Là quand je parle CRO, je parle vraiment en one shot au moment où tu crées le site web. Donc venir leur expliquer en quoi un nouveau site web optimisé sur le SEO optimisé leur permettrait de générer davantage de ventes sur le trafic déjà existant. En gros, venir leur montrer qu'il y a une opportunité à gagner sur ce qui existe déjà aujourd'hui. Et pour ça, venir le prouver avec le fait que tu as fait une recherche préliminaire les concernant. Et tu vois, simplement en ton loom dire, salut machin, j'ai vu que tu fais de la publicité méta. J'adore tes créas, très cool l'angle que tu as utilisé là. Et je vois aussi que tu restes aux salles qui ont tel problème et qui ont tel objectif. Je vois ce que tu fais, les conférences, etc., etc. Et tu viens citer ça. Tu donnes pas de jugement. Tu dis pas c'est bien, pas bien. Tu dis je vois tout ce que tu fais. Tu peux quand même dire c'est cool, magnifique. Avec tout ça, j'ai une conviction, c'est qu'on peut augmenter le taux de conversion général en faisant, et là tu viens citer 2 à 3 recommandations que tu imagines sur le site web. Et ce que tu lui proposes à la fin, c'est un rendez-vous. C'est pas un closing, c'est pas un site web, c'est un rendez-vous. Tu dis, là je t'ai donné 2 3 idées que j'ai eues à première vue. Ce que j'aimerais te proposer, c'est de travailler un peu plus en profondeur sur un audit pour ton site web et te le présenter de vive voix pendant un rendez-vous de 20 30 minutes. Au passage, si on se connaît pas encore, j'ai bossé avec telle personne. Et idéalement, tu peux mettre les petits liens vers les subs de toutes ces personnes-là. Ça fait du sens? Ouais, je vois comment l'enregistrer. Hum, c'est le premier message d'avant que je sais pas. Là, tu vois, quand le loom, je le vois très bien comment le structurer. Je vois qu'il faut jouer beaucoup sur la preuve sociale. Hum, ça durait Tu, combien de temps pour toi, c'est une vidéo comme ça, par exemple de loom? je te dirais de faire moins de 3 minutes. Vraiment moins Ok. de 3 minutes. Ah Tu peux oui. même faire moins de 2 minutes à mon avis si tu parles assez vite. Euh, dans le loom, tu ne veux pas dévoiler ce que tu as relevé comme axe d'amélioration. Ce que tu veux, c'est, tu vois, typiquement pour moi, un loom parfait, c'est toi, donc en caméra évidemment, avec au fond, Mhm. bah, le site web actuel de ton prospect ou sa page de capture actuelle s'il n'a pas le site web. Bref, tu mets quelque chose de son écosystème pour qu'il se reconnaisse. L'idée, c'est que dès le premier coup d'œil sur la miniature du loom, il voit que le loom a été personnalisé. C'est toujours cette idée de personnalisation. Plus tu vas Ok. convaincre la personne que tu as personnalisé ton contenu, plus il va être curieux, tu vas créer une FOMO et il va regarder ton contenu. Donc, juste, tu montres l'écosystème qui lui appartient pour montrer que c'est un loom qui s'adresse à lui et qui est personnalisé. Et dans ce loom, tu dis tout ce qu'on vient de dire là, sans évoquer spécifiquement et sans montrer en détail toutes les solutions, les axes Ok. d'amélioration, etc. Tu veux créer une curiosité générale. Il faut que le vrai contenu, la vraie valeur, il la reçoive lors du rendez-vous. Ok. Et aussi pour que ce soit pour protéger ton temps, parce que si tu dois faire la recherche Ouais. complète et ultra approfondie pour chacune des prospections, tu vas pas t'en sortir. Alors que Mhm. là, je te dirais qu'en 5 à 10 minutes, tu peux trouver toutes les informations dont on vient de parler, tu peux les trouver pour faire un loom qui a de la gueule. Et ce que je te propose, c'est que le message soit basé sur exactement les mêmes piliers que ton loom. En gros, l'idée, c'est que les deux vont se répéter un petit peu, mais parce que tu veux optimiser. En soi, ce que tu veux, c'est envoyer une opportunité, un Mhm. CTA et des preuves de confiance qui donnent envie d'accepter ton CTA. Donc, j'ai envie de te dire que ton message va être construit de la même façon. Donc, salut, machin. Euh, et là, bon, tu répètes ce qu'on a dit pour le loom. Et surtout, Mhm. même dans le message, donc, et là, tu mets le lien du loom. Donc, quand tu parles du loom, hop, tu mets le lien de la vidéo. Et en dessous du lien de la vidéo, si on ne se connaît pas encore, et là, pareil, tu y mets les noms des gens qui travaillaient et le lien vers leur site web. Tu peux le faire en 2 messages si tu veux. Tu peux arrêter ton premier message après le lien du loom et après envoyer un deuxième message dans lequel il y a tes références. Ok. Moi, je vois très bien. Ok. Là, je vois mieux Ça, comment structurer. honnêtement, je suis convaincu que ça va fonctionner. La plupart des gens voient les messages. Ces gens-là, soit vont les voir eux-mêmes, soit ont une équipe de CM qui vont les voir et qui vont leur passer du coup le message. C'est aussi la raison pour laquelle il faut pas hésiter à mettre des noms de référence parce que c'est comme ça que les CM vont juger si ton approche est C'est sérieuse ou important, pas. ouais. Ouais, c'est super important. Et ce que je te conseille de faire, c'est de relancer au moins 3 à 5 fois si jamais t'as pas de réponse. Je sais que la Ok. relance est souvent vue comme assez désagréable, mais faut bien accepter que ces infopreneurs-là souvent sont très sollicités et ton message peut passer à la trappe ou passer à travers le volume. Si tu relances pas au moins 3 à 5 fois, tu vas perdre 80% de tes opportunités. Ok. Tu relancerais je veux dire, c'est sur une période de 1 2 semaines les relances ou en mode vraiment étalé sur 1 mois 2 mois? Comment tu vois Euh, l'approche?
Je pense que ça peut durer assez longtemps les relances. Ok, Dans un monde idéal, je te dis 3 à 5 fois, si tu peux relancer 15 fois tant qu'on t'a pas répondu, relance. Moi, je pense que ça vaut la peine. Mais dans la pratique, comment ça se passerait? Je te dirais que la première relance devrait être une relance logistique. C'est-à-dire que si c'est juste une première relance où tu dis salut, machin, est-ce que tu as bien reçu mon message et mon loom précédent? Tu vois, mhm, la relance un peu sympa, chill, très facile. Donc ça peut être au bout de 2 à 3 jours. ok, Donc tu vois, assez rapidement. Et à partir de là, si tu as toujours pas de retour après cette première relance, suite à ton premier message, eh ben, tu peux commencer à faire des relances avec davantage de contenu, de valeur. ok. Moi, j'aime pas les relances vides avec seulement des emojis, des mèmes, etc. Parce que Je comprends oui, pas, ça non. te permet ça fait up, tu vois. Ça fait Ouais, comme à l'époque dans les forums, tu fais up pour que le truc retourne en haut, mais ça amène pas de nouveaux contenus et je trouve que ça décrédibilise. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, tu vois, dans l'infopreneuriat, on est dans une industrie qui est déjà parfois mal connotée, etc. Mais à la fin, c'est du B2B, tu vois. Moi, j'aime bien qu'on traite les infopreneurs et l'infopreneuriat comme du B2B. Et quand je me fais prospecter en tant qu'infopreneur, j'aime pas quand on me prend un petit peu trop à la légère parce que je suis infopreneur, justement. On est dans le monde du B2B, c'est des boîtes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires, elles méritent le respect B2B habituel. Donc, dans le B2B, j'enverrai pas un gars qui vend de la peinture, bah je le ferai pas à un infopreneur non plus. Ce que je ferai par contre, c'est que j'enverrai du contenu supplémentaire. Et donc, l'idéal, ça serait que pour gagner un maximum de temps, je pense que tu vas reconnaître à chaque fois pour tous les infopreneurs les mêmes problématiques générales, non? 100%. C'est ça. Je travaillais une quarantaine de landing pages, c'est vraiment tous la même chose, la plupart du temps, quoi. Ça serait quoi pour toi le top 3 des erreurs de toutes ces landing pages et sites web? Manque de CTA, tout court. Certains ne mettent pas de CTA dans la première section. Du coup, déjà là, ils perdent beaucoup. Ou la proposition de valeur, c'est plus bas, ou c'est mal structuré juste sur même une VSL ou autre. Souvent, c'est les mêmes erreurs. Il n'y a pas de CTA pour cliquer sur la première approche, quoi. C'est-à-dire aucun appel à l'action sur la landing page visible le plus rapidement possible pour le client, quoi. Souvent, je sais qu'il y a beaucoup de pertes par rapport à ça, ou que le client cherche à justement se repérer. Et souvent, c'est soit ils font trop, soit ils font pas assez sur le site. Il y a deux extrêmes de ce côté-là, quoi. Ok. Écoute, ce que je te proposerais, En fait, mon idée, c'est que je veux que le follow-up te prenne le moins de temps possible, et en même temps, j'aime bien qu'on recycle les efforts. Donc, ce que je te proposerais, c'est de faire une série d'une dizaine de posts LinkedIn ou Instagram, les deux. De toute façon, Ok. publie sur les deux systématiquement. Donc, Mhm. tu prends les 10 erreurs les plus communes chez tous tes clients. Et Mhm. vraiment dans l'ordre de priorité, tu vois, les CTA et puis toutes les autres que tu vas trouver. Et tu en fais une dizaine de posts. Sur tous ces posts, à chaque fois, tu vas dire une des erreurs que je vois le plus souvent chez mes clients, bah, tu changes les hooks évidemment, mais c'est Mhm. telle problématique. Cette problématique, voici son impact. Et donc tu expliques pourquoi le fait de manquer de CTA, c'est un problème. Tu le chiffres autant que possible. Toutes les erreurs que tu vois, tu les chiffres. Donc tu dis, je vois en Mhm. moyenne une différence de 25% de conversion entre ceux qui ont au moins 3 CTA et ceux qui en ont seulement un, tu vois. Je t'illustre ça un peu à l'arrache, mais tu veux montrer des Ok. chiffres avec des situations A et B. Et idéalement, tu accompagnes tous tes posts d'un exemple concret. Voici un exemple de quelqu'un qui fait parfaitement ça au niveau des CTA et tu mets un de tes propres sites web où tu as réglé la problématique et où c'est nickel. Tu fais ça pour les 10 problèmes les plus communs de tous tes clients et dans tes follow-ups, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, bon, j'imagine que chez tous les infopreneurs que tu vas prospecter, tu vas retrouver 2, 3, 4 de ces problématiques en commun. Et donc, tu envoies en follow-up les posts sur le sujet. Donc, par exemple, celui dont on parlait avec le coaching pour les salles de sport, disons que lui, il va avoir 3 des 10 problèmes qu'on a relevés. Il va avoir un problème de CTA, un problème de copywriting, un problème de responsive. Je dis n'importe quoi. Tu vas faire une première relance, après ta relance logistique, une première relance de contenu, où tu vas dire salut machin, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder mon loom. En tout cas, dans le loom, je parle du fait que je pense que tu n'as pas assez de CTA sur ton site web. J'ai justement rédigé un post sur le sujet avec un exemple concret de quelqu'un qui est dans le même domaine que toi. Je te laisse aller voir ça. Voici le lien. Et je reste dispo pour un meeting. Et comme, en fait, tu vas le relancer comme ça, toujours avec du contenu. Je vois très bien l'idée. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que moi, j'aime Ça pas fait du aussi les sens? gifs, justement. Ouais, pour moi, c'est 100%. Je vois bien comment. J'ai déjà fait une vidéo, enfin une conférence sur comment optimiser la landing page. Je pense que je peux récupérer le contenu et le découper aussi cette partie-là. Donc, ça peut être intéressant. Ah, ça serait excellent. En plus, alors, si tu as déjà fait des conférences, c'est un autre élément qui est intéressant. Là, tu vois, rien qu'avec la prospection, tu vas déjà avoir des retours. Normalement, si tu fais ça, les prospections à forte valeur ajoutée avec le follow-up, tu vas avoir des rendez-vous, il y a pas de problème. Mais en plus d'avoir des rendez-vous, ce que tu vas faire, c'est aussi créer une audience qui est active, qui te suit et qui est
davantage au courant de ce que tu fais. Ça va être bien. Le truc maintenant, c'est que tout le monde va pas avoir un cycle de vente court. Donc certains vont te dire oui immédiatement après le rendez-vous, d'autres vont te dire on Mhm. va y réfléchir. Si jamais tu as déjà fait des conférences dans le passé, comme tu viens de le mentionner, c'est intéressant d'en garder une, par exemple une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour venir recréer un événement de conversion sur tous tes prospects qui sont actuellement en attente. Ok. La plupart des gens ont besoin d'éducation avant de passer à l'action. C'est pas un problème Mhm. de flemme parce que, comme on l'a dit, dans le monde de l'infoprenariat, leur besoin est élevé, voire vital. Donc en soi, le besoin, il est là. Ce qui fait qu'ils ne sont pas encore passés à l'action, s'ils ont le potentiel économique, c'est pas un problème de cash, c'est un problème de conscience de leur problématique. Ils ont C'est peut-être ça. pas encore suffisamment compris à quel point c'est un problème pour eux. Mhm. Souvent, c'est ça. Et c'est l'éducation qui règle ça. Donc ce que tu veux Mhm. faire, c'est alors, dans ton follow-up les éduquer, dans tes approches les éduquer, et aussi, pourquoi pas, comme je te disais, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, comme tu le veux, selon là où tu es à l'aise. Encore une fois, sans non plus te mettre une trop grosse pression, créer un Mhm. événement style conférence où tu éduques les gens. Tu invites tous tes prospects qui n'ont pas donné suite. Donc à chaque fois, tu Ok. prends le temps ça va te prendre peut-être 2 heures, mais tu shootes le même. Alors là, tu fais du copier-coller pour le coup. Et Mhm. tu shootes un petit message à tous tes prospects dans le pipe pour les inviter à la conférence. Et pendant 1 heure, tu les éduques. Et à la fin, une offre spéciale. Enfin, spéciale entre guillemets. Mhm. Ok. Non, c'est pas... Ça, c'est pas mal. Je sais que je suis pas à l'aise en conférence, j'ai déjà enregistré, mais ouais, je vois l'idée de comment l'envoyer aussi sur le côté. Comment le shooter. Si jamais t'es pas du tout à l'aise avec les conférences, il y a toujours d'autres formats. Ça peut être un replay que tu diffuses, tu l'enregistres de ton Aussi, je côté, pense. puis après tu diffuses le replay. Le live a la force de pouvoir créer une relation avec les gens, de répondre à leurs questions, etc. Après, il y a un truc, c'est que le live est stressant, généralement parce Ouais. qu'on est face à des inconnus. Mhm. Si tu fais un live pour des gens que tu as invités, qui font partie de ta communauté, peut-être que tu te sentiras mieux. Faut voir, faut explorer, peut-être l'essayer une fois. Et puis si jamais vraiment tu n'aimes pas du tout, et ben tu pourras revenir sur les replays. Mais en tout cas, les événements de conversion comme ça marche très bien et c'est trop rare dans les agences. Ouais. Il y en a pas, je vois pas non plus trop passer. Mais oui, je vois bien l'idée comment En vrai, c'est comme tu dis aussi, on peut prendre ce que les coachs aussi, les infopreneurs font et l'appliquer aussi pour le monde des agences, tu vois. Je vois comment l'appliquer. 100%. 100%. Ah, moi, je suis entre les deux mondes au quotidien et je peux te garantir que les méthodes qui marchent pour le domaine des agences marchent aussi pour les infopreneurs. Donc, il faut mélanger les deux codes. Et je te donne un autre exemple pour ça, c'est les événements physiques. Si jamais tu vois que tu as une grosse densité d'infopreneurs dans ton réseau à Paris, par exemple, je dis là où il y a plus de densité de population, tu pourrais très bien, par exemple, un exemple que moi je ferais à ta place, j'ai fait plus d'une cinquantaine de conférences physiques pour mon agence pour trouver des clients. Bah tu vois, demain, ça serait pour les infopreneurs, je ferais la même chose. J'irais prendre une salle donc pendant 2 à 3 heures dans un bel hôtel à Paris. J'avance un petit peu d'argent, tu vois, ça va coûter environ 2 3 000 euros. Tu prends la salle, tu fais un buffet, tout ce que tu veux dedans pour les inviter, pour les motiver à venir. Tu rassembles une trentaine d'infopreneurs là-dedans. Ils vont être contents d'être entre eux de toute façon. Mhm. Et puis généralement, il y a assez de densité à Paris pour ramener du monde. Et tu fais une conférence, en quel honneur tu les invites, bah, pour faire une conférence de contenu où justement tu viens traiter les 10 problématiques les plus communes chez les infopreneurs. Donc une vraie conférence où tu donnes du contenu. Et tu fais venir aussi dans la salle et sur scène avec toi au moins 3 de tes clients satisfaits qui vont être ravis de venir témoigner en ta faveur. Et à la fin, bah, tu fais encore une fois une offre spéciale exclusive à l'événement pour les gens qui sont dans la salle et accessible uniquement aux gens qui sont dans la salle. Généralement, tu peux t'attendre à 15 à 20% de conversion sur la salle. Donc autant dire que tes 2 3 000 euros d'investissement, tu peux C'est rentable. facilement les absorber. Ouais. Ok. Ça peut être pas mal aussi, ça. Je suis Des très fois. timide de base, hein, mais je vois comment l'approcher au niveau physique, oui. Ça peut être pas mal en vrai. Bah écoute, Ça sera un garde ça dans prochain un coin step de ta si. tête. Non, c'est ça. Très cool. Et il y a un autre point que j'aimerais adresser aussi, si tu veux bien, c'est le récurrent. Aujourd'hui, tu vends principalement du site web, mais tu as aussi Mhm. évoqué au tout début du call que tu étais chaud sur la créative. Euh, Mhm. c'est quelque chose que tu as envie de pousser, ça ou pas? Tu vois, par exemple, je sais que les créatives, c'était mon objet d'appel, de lead magnet, entre guillemets, pour les clients. C'est-à-dire que je sais que, comme je te disais tout à l'heure, je vois que les clients font des ads. Souvent, je les démarchais, entre guillemets. Enfin, je les démarchais pas, mais je sais que quand il y avait des recommandations, je commençais par les ads pour le petit projet, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je vois, entre guillemets, 250 euros, 10 créatives, statiques, Facebook Ads. Et je sais que c'est le produit d'appel pour avoir du récurrent, entre guillemets, sur la partie créative. Je sais qu'il y a des clients qui reviennent vers moi tous les 2 3 semaines aussi sur cette partie-là où j'ai besoin des créatives parce que je lance une nouvelle campagne. Du coup, je sais que j'ai un mini récurrent sur ça. Pas assez parce que je vends pas assez cher. Aujourd'hui, il y a Cloud, il y a tous qui font rapidement aussi avec des images. Du coup, je sais que j'ai pas, entre guillemets, grosse valeur sur la partie Creative Ads.
Mais je sais que, par exemple, là, je commence à avoir une offre. J'ai testé il y a même pas un mois avec un premier client, une offre sur, comment dire, directeur artistique externalisé. C'est-à-dire que je vais accompagner cette personne. C'est souvent des gens qui font plus de 100 000 € par mois. Où là, je vais dire, bah, votre DA, pour le tenir sur le long terme, je sais que vous avez des équipes, des CM et tout. Moi, je peux intervenir sur le côté. Par exemple, si vous avez besoin de moi sur un landing page que vous avez fait, je peux regarder si la DA tient le coup ou si ça, vous partez vers autre chose. Je sais que là, j'ai testé ça. J'ai 2 clients sur ça, mais c'est pas encore la grosse offre entre guillemets. C'est un truc que je vends à 1 000 €, mais que j'aimerais vendre plus cher. Mais ça me permet d'avoir un premier récurrent sur. Là, j'ai commencé tout juste ce mois-ci. Du coup, c'est la première chose que j'ai mis sur le récurrent, mais pas de Creative Ads. Ça fait partie de l'offre. En vrai, dedans, c'est tout ce qui est création, tout ce qui est maquette, mais pas de côté intégration. C'est vraiment tout ce qui est partie design plus, quoi. C'est un truc que Ok. j'essaie de vendre pour l'instant, quoi. Je suis d'accord qu'actuellement, autant l'IA, je trouve, n'a pas eu un énorme impact sur le site web, autant sur les créas, elle a eu un Ouais. impact un peu plus fort. Je vois que les Xfield, etc., sont de plus en plus utilisés pour créer toutes les créas statiques de façon générale. Mais pourquoi je t'en parlais? Parce que je penserais intéressant à terme que tu fasses des upsells récurrents sur tous tes clients qui ont des sites web. Parce que tu as des gens qui, comme on l'a dit, utilisent le web à un niveau vital. Mhm. Ils ont des besoins répétés. Je pense que tu pourrais, alors ça peut supposer, si tu en as envie, de trouver un partenaire qui a une compétence que tu n'as pas ou quoi que ce soit. Mais par exemple, en termes de ads, on en parlait, ça peut aussi être en termes de SEO. Peut-être qu'il y a des infopreneurs auxquels tu t'adresses. Alors dans le Make Money, c'est Ouais, un peu moins l'avenue à exploiter, mais il y en a beaucoup d'autres pour qui le SEO peut être une avenue. Je suis tombé il y mhm. a pas si longtemps sur un infopreneur qui est niché dans les formations Excel, tu vois, les tableaux Excel, et qui a Ouais, beaucoup de succès, et qui fait des conférences, des webinaires et tout là-dessus. Bon, j'imagine, tu vois, sur lui, le SEO pourrait être intéressant. Donc mhm. peut-être qu'il y a des infopreneurs selon leur industrie qui pourraient être intéressés par ça. Bref, l'idée Mhm. serait que si tu peux petit à petit te créer un récurrent à partir de ta base de clientèle existante, honnêtement, C'est ce ça. serait un objectif à aller chercher. Dans ce cas-là, Mhm. par contre, pour réfléchir à ton récurrent, je te conseillerais d'aller sur un récurrent qui vaut au moins 1 500 € par mois. Et donc, à partir de là, réfléchir à un package qui peut mériter ce genre de tarif. En dessous de 1 500 €, je pense que tu vas perdre un petit peu de temps par rapport et déployer trop d'énergie par rapport au gain. Là, par exemple, sur mon offre à 1 000 €, normalement, je le vends à 1 500. Là, je fais justement les 3 mois test. Je sais que là, je vends des sessions de temps. C'est-à-dire que là, je vends, par exemple, tous les mardis après-midi dédiés à cette personne sur 4 5 heures. C'est des demi-journées vendues. J'ai l'upsell, justement, de 2003, je crois, où je vends la journée enfin, de disponibilité. J'essaie de vendre des disponibilités comme des agendas. Pour l'instant, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour pas prendre toute ma semaine pour la personne, pas vendre aussi. Je sais qu'il y a des designs par abonnement. Il y a des gens qui vendent ça. C'est bah, tu peux demander tous les 48 heures de demande. Ça, c'est pas vraiment mon truc. C'est plus, je te dédie un temps pour travailler sur ta boîte. Et du coup, ce temps, c'est un DA externalisé. J'ai appelé ça DAE. Et, je viens de temps en temps sur une période dédiée pour travailler avec toi sur ton avancement, sur ton positionnement, sur ton branding. Du coup, j'ai ça. Mais je sais que je serai limité en termes de jours et de temps vendu si je pars sur ça aussi, quoi. Oui, l'idée est bonne. La question, il y a deux points. Le premier, c'est que c'est pas du récurrent, c'est plutôt du C'est ça. réoccurrence, ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce que ça permet d'augmenter quand même la LTV de ton client, ça augmente la valeur de ton client, et ça reste une très bonne chose, mais c'est pas du récurrent. Mhm. Et l'autre point, c'est que c'est directement imputé à ton temps à toi. Et donc la Mhm. question qu'on pourrait se poser, c'est si on arrive à augmenter ton panier moyen à 5 ou 6 000 € par exemple, est-ce que ton taux horaire est meilleur sur le DAE que sur les sites web à 5 ou 6 000 €? Ouais. Je pense pas que ça, le DAE, je pense que je fais sauter à un moment donné. Là, c'est vraiment juste pour m'assurer quelque chose, le temps de trouver autre Hmm. chose. Mais je sais que c'est pas la meilleure option en termes de récurrence que je peux proposer actuellement, quoi. Ce qu'il faudrait trouver dans un monde idéal, c'est une récurrence qui se répète tous les mois, donc une vraie récurrence, et qui, en plus, pourrait idéalement être déléguée et ne pas Mhm. dépendre de ton temps. Parce que ton temps à toi, qui sont encore à la production, c'est bien ok, et puis tu l'as dit au début, c'est ton objectif, donc on va s'aligner avec ça. Le point, par contre, c'est que ton temps, ton expertise me semble plus approprié sur le site web, où tu as un panier moyen qui va être plus fort, tu as une confiance qui est forte. L'idéal serait que ton upsell récurrent soit délégué. Mhm. C'est vrai. Sur Et ça, j'ai pas là, pensé. le DAE, est-ce que tes clients accepteraient de faire ce genre de rendez-vous avec quelqu'un d'autre que toi? Ça, je sais pas. Je sais que actuellement, j'avais le blocage justement la dernière où j'étais beaucoup en prod, où quelqu'un me disait n'hésite pas à déléguer une personne en tant qu'assistante pour faire le chef de projet, parce que j'étais trop dans les discussions, je répondais trop tardivement, et du coup, on me disait de mettre quelqu'un, et ça gênait pas ces personnes-là, parce que j'avais demandé aussi, ben, dans les retours clients, est-ce que c'était bien notre relation? Souvent, c'était qu'il y a un manque de communication. Par contre, je vivais très bien dans les temps
donné, mais qu'il manquait la communication pendant le projet, par exemple sur la semaine. Il voulait des messages tout le temps, mais certains clients demandaient beaucoup. Mais je sais que si je mets quelqu'un d'intermédiaire, ça ne gênera pas en termes de chef de projet, mais je ne sais pas en termes de productivité. Souvent, les gens viennent pour mon nom. Aujourd'hui, je fonctionne avec un nom d'agence, mais les gens viennent parce que c'est Julien qui va faire son site. Du coup, je ne sais pas Hmm. si cette partie-là peut être déléguée ou pas. Mais je sais qu'il y a une approche où je peux éventuellement faire ça. Sur quoi? Mais comme tu dis, ça peut être du Facebook Ads ou autre, je pense, mais qui ne concerne pas ma partie design, quoi. C'est cette récurrence. Ouais, en ce qui te concerne, je pense que Meta Ads pourrait être pertinent dans le sens où derrière tu peux aussi upsell les créas. Mhm. Et tout le monde n'utilisera pas l'IA, donc il y aura toujours un marché sur la Creative Ads. Donc il y a et au pire des cas, ça peut mettre euh, des conseils en supplément sur la stratégie, parce que bon, même si l'IA peut produire techniquement, il faut quand même une direction artistique à l'IA. Mhm. Et c'est là où parfois les clients, quand ils se débrouillent par eux-mêmes, vont se retrouver avec des créatives qui sont toutes les différentes les unes des autres, mal promptées, mal dirigées. Donc il y a peut-être un champ là-dessus. Donc si tu vends du meta ads ou du media buying avec en plus l'aspect direction artistique pour les créatives, ça peut être un point. Le SEO, je pense, peut être un point. Il y a peut-être des éléments à explorer ici. Ça va aussi dépendre de qui tu as autour de toi et de ce que tu es à l'aise de vendre. Est-ce que tu as envie de vendre? Mais je pense Mhm. qu'il y a des champs à explorer ici. Est-ce que par rapport à la prospection en elle-même, tu as la moindre question sur la façon dont ça serait implémenté? Sur les messages, sur le loom, est-ce que tu as le moindre doute, la moindre question? Ça serait sur l'approche toujours. En fait, je me dis, est-ce que c'est pour ça que je démarche aucun client, c'est que j'ai peur de gâcher mon réseau entre guillemets si je démarche quelqu'un qui connaît quelqu'un et de dire c'est qui ce gars-là qui pour prospecter entre guillemets moi aujourd'hui, est-ce que je passe pas pour un marchand de tapis de démarcher ces personnes? Moi j'ai cette a Hmm. priori par rapport à la prospection de paraître comme quelqu'un qui prospecte au lieu de même si je sais que je vais apporter la valeur à cette personne, je vais améliorer son site, mais j'ai l'impression que si je démarche, je vais passer pour le mec qui connaît le réseau et du coup c'est mal vu de l'autre personne. J'ai l'impression qu'il va dire ok, ce mec-là m'a démarché, et parler à l'autre et dire, ouais, ce mec m'a démarché, c'est qui entre guillemets. Je sais que j'ai cet a priori, et c'est pour ça que je ne démarche pas trop dans la prospection. Ouais, je comprends parfaitement. Et ça, c'est une croyance limitante qui est parfaitement admise parce que la prospection est souvent vue et connotée négativement. Dans le monde B2B, et je te le dis, mais ça va pas changer forcément fondamentalement ta croyance, c'est bien perçu parce que c'est une preuve de professionnalisme. Savoir prospecter, faire l'effort commercial, c'est ce que les gens font en face de toi. Et cette capacité à faire un effort commercial, c'est aussi ce qui va être respecté de ta part, dans le sens où toi-même, ce que tu vends, c'est un retour sur investissement. Le fait que toi-même, tu sois en mode prospection, le fait que toi-même, tu maîtrises ton propre process commercial, ça va mettre en confiance les gens à qui tu veux vendre du marketing, parce que c'est ce que tu leur vends de l'abondance. Et il Mhm. faut que tu sois capable de la générer pour toi-même, l'abondance. Et justement, le fait de prospecter vient prouver ça, vient démontrer ça. Donc, mon avis et à mes yeux, ça va juste démontrer ta capacité commerciale plus qu'autre chose. Maintenant, euh, pour changer ta perception de la prospection, il n'y aura qu'une chose à faire, c'est de le faire et de voir les retours, mais de le faire d'une façon où tu es aligné. Et du coup, je vais insister sur un point, c'est que j'aimerais que tes messages soient les plus humains possibles et te ressemblent le plus possible. Donc, absolument pas d'IA sur la rédaction des premiers messages. Je Vraiment, vois. il faudrait que tes messages, il faut vraiment que ce soit ta voix, tu vois. Tu as une Mhm. certaine façon de parler, de communiquer, tu es peut-être connu pour la façon dont tu réseautes autour de toi. Il faut qu'on puisse reconnaître ce pattern dans tes messages. Ce que je te proposerais, c'est utiliser par exemple donc, la structure AIDA, comme je la suggère souvent. AIDA, c'est donc une accroche, créer l'intérêt, créer le désir et créer l'action. Donc Mhm. l'action, c'est le rendez-vous. Le désir, c'est les axes d'amélioration dont on parlait plus tôt, que tu leur présentes rapidement pour avoir envie de prendre le rendez-vous et en savoir plus. Et puis, ce qui compte ici pour nous, par rapport à notre sujet du moment, ben, c'est l'accroche et l'intérêt. Ce que je te propose, c'est que tu fasses en sorte que le A et le I, l'accroche et l'intérêt, soient les plus humains possibles et reposent du coup sur des intérêts humains. Ce que je veux dire par là, c'est que, idéalement, tu pourrais approcher en exploitant le réseau ou en rebondissant. Si vraiment tu veux y aller d'un point de vue humain et ne pas ressembler à la prospection classique, même si ça pourrait marcher, mais même si tu veux vraiment te différencier des prospecteurs classiques, essaye de te baser sur ton réseau actuel. Donc tu peux par exemple commencer dans ta liste de prospection pour les 15 premiers sur des gens où tu vois qu'ils ont en commun avec toi au moins deux autres ou trois autres infopreneurs. Et dès le début de ta prospection, au lieu de les mettre à la fin, tu peux le mettre au début. Tu dis, j'ai parlé de toi dernièrement avec X et Y, ou X et Y m'ont recommandé de venir vers toi.
Et à partir de là, c'est pas de la prospection froide, c'est de la recommandation activée par un autre. Ça peut Ouais. t'aider à te rassurer un petit peu, tu vois. C'est pas obligé d'être 100% vrai, t'es pas obligé d'aller valider Mhm. avec chacun de tes contacts, tu vois. L'important c'est de le faire avec des gens qui sont vraiment dans le même groupe pour qu'il ait la référence des noms que tu cites. Mais voilà, c'est juste histoire de name dropper dans la partie I. Ce que tu peux faire, c'est aussi name dropper des masterminds, name dropper des groupes, juste pour montrer à la personne que tu fais partie du même écosystème. Généralement, c'est ça le problème de la prospection. Là où les gens ne répondent pas à tes messages, c'est quand, lors de la première lecture, te trouvent trop débutants, trop déconnectés, copier-coller, loin de leur écosystème. Donc là, c'est exactement l'inverse qu'on veut créer, c'est prouver qu'on fait partie du même écosystème. Donc, je vois bien l'idée. Ça me semble déjà plus approchable, entre guillemets, dans les démarches. C'est que j'ai toujours pas aimé que les gens me démarchent parce qu'ils me disent j'ai vu ton profil, j'ai vu truc. Mais là, dans cette approche, je te connais parce que je te connais un tel ou un tel. Ça me semble déjà plus facile à engranger, tu vois, comme message. Ouais, tu peux même, et si tu connais pas du tout, si t'es pas sûr des relations entre eux, tu peux même juste assumer le fait que, écoute, je te connais parce que je travaille dans le monde des infopreneurs depuis longtemps, j'ai bossé avec un tel, un tel, un tel et un tel. Mhm. Du coup, naturellement, bah, je suis sur ton profil, que je suis depuis un petit bout de temps, ce qui fait que je t'envoie ce message aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est ultra humain. Mhm. Ce qu'on veut éviter, c'est le salut, j'ai vu ton profil, t'as beaucoup de potentiel, j'aimerais te. Tu vois, ça, on veut l'éviter à tout prix. C'est ce que j'aime pas aussi, du coup. Je vois très bien comment. Ouais, je vois bien cette approche. Un peu comme là, je te disais, entre guillemets, c'est que j'avais jamais fait. Du coup, j'attendais justement, ben, déjà, merci aussi pour ce call encore. Mais c'est vraiment d'avoir une confirmation de qu'est-ce que je peux mettre en place et le faire directement, quoi. Du coup, là, c'est dans ma tête, ça valide ce que je dois faire aussi encore plus, quoi. C'est ça. Eh ben écoute, trop cool. Donc des approches personnalisées, des looms, dedans tu parles de CRO, tu proposes le rendez-vous, l'audit, les actes d'amélioration, ta stratégie contenu qui vient nourrir ton follow-up, et avec tout ça, normalement, tu n'auras pas de problème. Et une quinzaine d'approches par semaine. Chaud. Pour moi, c'est parfait. Je vois bien comment le structurer. Faut que je me pose et c'est parti, quoi. Eh ben écoute, c'est très cool. Merci beaucoup à toi en tout cas pour ta transparence Y a pas de souci. aujourd'hui, c'était vraiment très cool. Moi aussi, c'est vraiment, j'ai appris plein de choses et je vois mieux comment partir directement dans ma prospection, quoi. J'avais ce flou-là où j'étais vraiment sur la prospection que par réseau et je sais qu'il me manque cette approche justement prospection parce que j'avais regardé tes vidéos que tu parlais aussi d'infoprenariat, comment les accompagner aussi. Du coup, il me manquait vraiment encore juste une confirmation par rapport à moi, mais du coup là, j'ai eu personnellement, ça c'est cool. Eh ben écoute, je suis heureux que ça t'aide et puis j'ai hâte d'avoir de ces nouvelles et de connaître les résultats de tes prospections. Au top. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que tout le contenu que j'ai partagé à Julien pourra aussi t'être utile. Encore une fois, si tu veux passer pour une prochaine consultation, dis-le moi ci-dessous. Et si tu as aimé, si tu veux voir d'autres vidéos comme ça, également en format physique, hein, je peux prendre une salle, inviter les agences et puis faire ce même genre de choses en physique, et ben pareil, like la vidéo pour me le signaler et dis-le moi en commentaire. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.